L'agroforesterie peut se définir comme un système d'exploitation intégré qui repose sur l'association intentionnelle d'arbres ou d'arbustes à des cultures ou des élevages et dont l'interaction génère des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux. Ayant implanté des systèmes agroforestiers avec succès, des producteurs agricoles, des conseillers et des chercheurs de diverses régions du Québec sont bien placés pour témoigner des avantages concrets associés aux pratiques agroforestières. De nouvelles connaissances sont par ailleurs acquises jour après jour pour en soutenir le développement et pour optimiser les caractéristiques des différents systèmes, parmi lesquels les haies brise-vent, les systèmes agroforestiers intercalaires, les bandes riveraines et les systèmes sylvopastoraux. Ferme Pertco, une ferme laitière et de grande culture située à Baie-du-Fèvre dans le centre du Québec. Deux systèmes agroforestiers bien implantés, comme on en retrouve dans plusieurs régions du Québec. Une haie brise-vent de plus de 700 mètres plantée en 2006 et bordant actuellement un champ de luzerne. Un système agroforestier intercalaire d'une dizaine d'hectares, 400 feuillus, parmi lesquels différentes espèces de chênes, des noyers noirs, des érables à sucre et différents clones de peupliers hybrides, ont été plantés sur 4 rangées dans un champ de luzerne en 2012. Une rotation de grandes cultures, maïs, soya, céréales, luzerne, y est maintenant pratiquée. Le système agroforestier intercalaire, ça consiste en la plantation de rangées d'arbres largement espacées les unes des autres, ce qui permet aux producteurs agricoles de pouvoir cultiver une foule de plantes agricoles dans les allées qui sont cultivées, qui sont disposées entre les rangées d'arbres. Ici, sur ce site-là, l'écartement entre les rangées d'arbres est de 39 mètres, et cet écartement-là, il a été planifié de façon à permettre aux producteurs agricoles de pouvoir circuler relativement aisément avec sa rampe de pulvérisation qui fait 37 mètres de largeur. Et donc, si on considère l'emprise des rangées d'arbres, on a une perte d'espace cultivable de l'ordre de 3 %, ce qui est raisonnable. Puisqu'on est dans un contexte où on est largement exposé aux effets du vent, l'intérêt du producteur agricole ici, c'est de protéger ses cultures, ses sols, mais aussi de diversifier ses productions par la culture d'arbres de grande valeur. À la suite d'un coup de cœur pour un système agroforestier intercalaire développé en France, constitué de noyers et de blé, Jacques Côté, producteur laitier et de grande culture, s'est documenté sur l'agroforesterie et celle-ci est devenue pour lui plus qu'un beau paysage. L'idée de l'implanter ici au Québec, au départ, c'était pour faire en sorte que les cultures pérennes, comme la luzerne, le blé d'automne, le sec d'automne, aient plus de facilité à passer l'hiver en gardant une meilleure couverture de neige. C'est ça qui nous a motivés à essayer le système, dans le fond. Toutes les espèces qui sont plantées ici sur le site devraient produire à terme du bois de qualité, de très grande valeur, destiné par exemple au marché du sciage ou du déroulage. Les espèces de feuilles nobles qu'on teste ici pourront produire sur un cycle de production de 40 à 50 ans. Ces feuilles-là sont alternées sur le rang avec des peupliers qui ont une croissance beaucoup plus rapide et on teste différents cultivars de peupliers qui donc pourront être produits sur un cycle de production d'une quinzaine d'années environ. Il y a certaines espèces de feuilles nobles qu'on a plantées ici qui pourront produire non seulement du bois, mais aussi d'autres types de productions, comme des productions de noix comestibles qui ont un intérêt commercial. C'est le cas, par exemple, du noyer noir et du carrier ovale qu'on a planté ici. Et on peut s'attendre à ce que ces espèces-là produisent d'excellents rendements de noix après une quinzaine d'années suivant la plantation. Pendant que le système évolue, c'est certain qu'il y a une série d'interactions entre les arbres et les cultures qu'il faut comprendre et maîtriser. Et une des interactions qui préoccupe particulièrement les producteurs agricoles, c'est le partage pour la lumière, l'eau et les éléments nutritifs du sol. Et ce site expérimental-là, ici, qui appartient à un réseau de plusieurs autres jeunes sites expérimentaux, va nous permettre d'étudier ces interactions arbre-culture, mais aussi de mieux documenter les bénéfices environnementaux que génèrent les systèmes agroforestiers intercalaires. À titre d'exemple de bénéfices environnementaux, les racines profondes des arbres présents dans les systèmes agroforestiers peuvent récupérer des quantités importantes d'éléments minéraux issus de la fertilisation et qui échappent aux cultures, que ce soit par lessivage ou par ruissellement. Les arbres contribuent par le fait même à améliorer la qualité de l'eau.
Il favorise aussi l'abondance et la diversité des micro-organismes du sol et des vers de terre, qui jouent un rôle fondamental dans la santé du sol et la productivité des cultures. Enfin, les arbres séquestrent des quantités importantes de carbone dans leurs tissus et dans les sols. Ils contribuent ainsi à atténuer les changements climatiques. Mais qu'en est-il de l'impact des arbres sur les cultures? En 2016, les chercheurs ont constaté que le rendement du soya, la culture alors en place, dans les allées cultivées entre les rangées d'arbres était équivalent à leur parcelle témoin sans la présence des arbres. Mais doit-on s'inquiéter du fait que les arbres, en grandissant, feront de l'ombre qui pourrait nuire aux cultures? Nos travaux de recherche futurs vont nous amener à nous intéresser à l'évolution du climat lumineux dans le système. Par contre, ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a un certain nombre d'interventions qui est possible de faire pour maîtriser cette concurrence de la lumière. Par exemple, privilégier de larges écartements entre les rangées d'arbres, comme ce qui est privilégié ici. On peut aussi, si c'est possible, privilégier une orientation des rangées d'arbres selon une orientation nord-sud, pour que l'ombrage des arbres se fasse davantage sur la rangée d'arbres. Et on peut aussi procéder à des moments opportuns, à certaines interventions, comme l'élagage ou l'éclaircie des arbres. Et les arbres du système agroforestier, eux, comment se portent-ils? Planter des arbres dans un système agroforestier intercalaire, c'est un défi qui est vraiment intéressant à relever. Sur ce site ici, par exemple, il faut bien comprendre que les arbres, depuis qu'ils sont tout petits, ils sont exposés aux effets du vent, à la pression de l'herbivorie par le cerf de Virginie, à la compétition par les cultures, les mauvaises herbes, mais aussi à la dérive potentielle de certains herbicides systémiques comme le glyphosate qui peut être dommageable pour des jeunes arbres. Malgré tout, ici, on a obtenu un très bon succès d'établissement des arbres, donc un taux de survie de l'ordre de 90 %, ce qui est très, très bon. Le secret de notre succès, donc on a privilégié des arbres de très, très grande dimension à la plantation. On les a immédiatement protégés contre le cerf de Virginie à l'aide de manchons protecteurs. On a tutoré les arbres au besoin et on a procédé aussi à certaines interventions de taille pour corriger certains défauts dans la cime des arbres. L'autre système agroforestier implanté avec succès sur la ferme Berthaud est cette haie brise-vent qui borde une luzernière. Des haies brise-vent sont implantées depuis plus de 30 ans dans le centre du Québec pour un total estimé à 350 km linéaires. De 5 à 10 nouveaux projets d'implantation de haies brise-vent se réalisent chaque année dans la région. Il y a plusieurs avantages associés aux haies brise-vent. Il y a différentes raisons d'être, si on veut, pour lesquelles les producteurs, les entreprises agricoles peuvent avoir décidé d'implanter des haies brise-vent. Donc, ça peut être de réduire l'érosion éolienne, ça peut être de vouloir diminuer la dérive de pesticides, de diminuer les coûts énergétiques pour un bâtiment donné ou de réduire les odeurs, une augmentation de la biodiversité, régularisation du climat, gaz à effet de serre, etc. Toutes ces raisons-là sont bonnes pour pouvoir implanter une haie brise-vent. Donc ici, on est dans un exemple bien concret d'une haie brise-vent qui a été aménagée aux environs de 2006, composée de frênes et de mélèzes. Et puis ce que ça permet, c'est de mieux répartir la neige sur toute la luzernière. Donc ça permet à la luzerne de mieux survivre à l'hiver. Au départ, ça a été implanté pour justement briser le vent, éviter l'érosion au niveau du sol, l'érosion éolienne. Il y a des parties qui sont plus sableuses, qu'on voyait le vent transporter des particules de sol. Puis aussi, pour accumuler plus de neige pour l'hiver. La luzernière qui est actuellement là, c'est une luzernière de 5 ans. Si on le compare à d'autres parcelles que les luzernières ont gelées, on peut déjà indiquer que ça protège vraiment la luzernière pour la survie à l'hiver. Outre la protection des cultures en hiver, les haies brise-vent permettent aussi de diminuer l'évapotranspiration au niveau du champ et par conséquent le stress subi par les plantes lors de périodes de sécheresse ou d'épisodes de fort vent et qui peut se traduire par des pertes de rendement. Mais quelles que soient les raisons qui au départ motivent un producteur à implanter une haie brise-vent, plusieurs éléments doivent être pris en considération avant la plantation. Il y a plusieurs facteurs de réussite d'une bonne plantation d'haies brise-vent. Alors, il faut considérer entre autres le choix de l'espèce, il faut considérer le port de l'arbre, le port aérien de l'arbre, le système racinaire. Il faut également considérer la porosité, la densité de feuillage d'une haie brise-vent.
D'autres éléments à tenir compte également, bien évidemment, c'est le système de drainage. S'il y a déjà un système de drainage en place, il faut tenir compte des latéraux, des collecteurs au niveau du sol. Donc, tous ces éléments-là doivent être pris en considération. Ferme des Colombettes, une ferme laitière située à Notre-Dame de Stanbridge, en Montérégie. 1,6 km de haies brise-vent riveraines arborées, adjacentes aux champs en grande culture, ont été plantées en 2004. Cette haie est composée de 6 espèces d'arbres, le chêne rouge, le chêne à gros fruits et le frêne américain, qui sont des bois nobles, et l'épinette, le mélèze ainsi que le pin blanc. Plantés en alternance à un écartement moyen de 2,8 mètres, ces feuillus et ces résineux génèrent des bénéfices non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la culture. Nous sommes sur le bord du cours d'eau Larreau, qui est un cours d'eau en milieu agricole où un brise-vent a été planté en 2004 sur les terres de ferme des Colombettes. Cette intervention-là s'est inscrite dans une démarche beaucoup plus large de protection des cours d'eau en rapport avec la problématique des algues bleues dans la baie Missisquoi du lac Champlain. C'est une problématique qui est en place depuis, qui a été reconnue depuis très longtemps et pour laquelle on a essayé de mettre des mesures consistant surtout à mettre des mesures de protection pour garder le maximum la terre agricole dans les champs. Le projet a été précédé d'une période d'acquisition de connaissances pour être en mesure de bien documenter le phénomène de perte d'éléments nutritifs dans les cours d'eau. Et ça s'est fait en collaboration avec l'IRDA, l'équipe du docteur Robert Michaud. Et puis ça démontrait qu'effectivement, bon, une grande partie du phosphore qui est perdu dans les cours d'eau est sous forme particulière, d'où la nécessité de mettre des interventions pour garder au maximum là, les terres dans les champs. Donc, il y a une série de mesures qui ont été proposées aux agriculteurs et puis, sur une base volontaire, bien souvent, ceux-ci ont accepté de participer. M. Dupasquier a été un des précurseurs et un des premiers à accepter qu'on fasse des interventions sur leur entreprise. Au début, je ne savais pas trop de quoi il voulait parler, mais après, bon, il m'a expliqué un peu plus. Et puis, comme c'était pour la protection du lac Champlain, protection des rives, protection de l'environnement, je trouvais que l'endroit ici, ça se prêtait assez bien. On cultivait pas trop près de la décharge. La décharge est très profonde. On voulait pas de glissement, d'érosion trop. Alors j'ai dit, bon, on va essayer. Je lui ai donné le OK pour partir le projet. Puis après, il y a les avantages. On a vu que le vent, l'hiver, était beaucoup moins violent là, dans ce coin-là. Le bord de la décharge, il n'a pas bougé. Puis la beauté du paysage, parce que il y a beaucoup de déforestation là, dans les zones agricoles pour gagner du terrain. Ça fait que quand tu vois une belle haie brise-vent, c'est beau. Il y a des oiseaux supplémentaires qu'on n'avait pas vus depuis plusieurs années. L'impact sur la culture n'est pas très influent, mais on perd un peu de terrain. Comme là, on aurait mis 2 ou 3 rangs de maïs, en tout cas 2 rangs de maïs de plus sur le bord. Mais on devrait être capable de survivre, même avec ces 2 rangs en moins. Outre la protection des cours d'eau, la diversité des espèces d'arbres présentes sur le site procure d'autres avantages. Les arbres créent notamment de l'ombre aux cours d'eau ainsi que des habitats fauniques qui favorisent la biodiversité. Plusieurs études et observations ont été faites à ce sujet sur le site. Sur les oiseaux, on a fait une étude en 2013 et on a trouvé 60 espèces d'oiseaux dans le réseau des plantations d'arbres. On voit souvent toutes sortes de nids d'oiseaux, surtout sur les épinettes qui sont vraiment des habitats intéressants pour ces nids-là. Les arbres, à partir d'une certaine maturité, offrent des habitats très intéressants pour l'entomofaune. Une étude avec le sérum a révélé que 70% des espèces d'insectes inventoriées étaient bénéfiques aux cultures adjacentes. Avec le ministère des Forêts et de la Faune, on a aussi travaillé sur les micro-mammifères, donc les petits mammifères au sol. La haie, dans ce temps-là, elle avait 9 ans, donc les arbres étaient encore un petit peu plus petits. Et on a trouvé 7 espèces de micro-mammifères, qui sont les musaraignes, souris des champs. Et
si je ne me trompe pas, du mulot, des espèces qui vont manger beaucoup d'insectes, des fois des insectes nuisibles. Lorsqu'on fait des travaux d'entretien, on circule, on fait pas mal quand même de kilomètres et on voit toutes sortes de renards, des traces de jeunes cerfs qui se sont couchés dans les herbages. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années ici, on voyait des petites colonies de perdrix. Donc, le lièvre. Une autre étude, réalisée en 2013 en collaboration avec l'Université du Québec à Chicoutimi, a quant à elle démontré que cette haie longue de 1,6 km pourrait séquestrer de 21 à 26 tonnes de carbone à elle seule au cours des 50 prochaines années. C'est dire le rôle positif que l'ensemble du réseau et les réseaux comparables peuvent jouer dans l'atténuation des changements climatiques. Pour ce qui est de la végétation herbacée de part et d'autre de la rangée d'arbres, elle a vraiment changé avec le temps. Les plantes très agressives telles que la bardane et la phragmite sont graduellement remplacées par une végétation moins agressive. Plus l'arbre s'installe, crée de l'ombre, plus, aussi avec son système racinaire, plus les espèces changent. L'intérêt de la présence des arbres, c'est avec la croissance, l'ombre qui se crée, c'est une lutte naturelle, écologique, pour repousser ces espèces-là qui sont vraiment nuisibles. Il y a aussi une possibilité d'avoir un bénéfice financier. On a vraiment tous les éléments pour une croissance optimale d'un arbre. De façon générale, l'arbre en milieu agricole a une croissance jusqu'à 2 fois plus rapide qu'en forêt, selon les espèces. On a un diamètre hauteur poitrine de près de 23-24 cm de diamètre. Donc, on parle de 2 cm de croissance moyenne par année, ce qui est vraiment très bon. D'ailleurs, ici, des billes de mélèze plantées en 2004 ont commencé à être récoltées. Le marché du bois étant fluctuant, des fois, ce ne sera pas nécessairement en termes d'argent, mais en termes de bois disponible. L'autre avantage de ce prélèvement-là, c'est que souvent, on va planifier une haie avec 4 espèces, sachant qu'on va en récolter une après 12, 15, 20 ans, ce qui est assez court comme délai, et mettons l'autre un peu plus tard, vers 25 ans. Et on va laisser ici, le plan, c'est de laisser les épinettes et les chênes. L'épinette qui est le meilleur arbre en termes de brise-vent, 12 mois par année. En plus, on l'a vu avec la faune, ce sont dans les meilleurs habitats, vu que ce sont des arbres fermés. En termes de feuillage, le bois agroforestier est un bois qui est appelé à se développer. Pour ça, bien sûr, ça prend des travaux de taille, d'entretien. Environ 60% des travaux importants sont les travaux de taille qui, en fin de compte, forment l'arbre, soit des tailles d'élagage et de formation. Mais ici, en agroforesterie, vu qu'on est dans une plantation linéaire, il y a plusieurs bénéfices aux tailles. Premièrement, on a une production agricole. Ici, des arbres comme le mélèze ont tendance à faire des longues branches, donc la taille d'élagage vient dégager le champ pour le passage de la machinerie, ce qui est très important, donc une bonne collaboration arbre et culture. Deuxièmement, travaux d'élagage permettent de former une bille de qualité si on veut couper l'arbre. La ferme des Colombettes a aussi implanté des arbres en bordure du pâturage adjacent au bâtiment. On parle ici d'un système sylvopastoral qui présente plusieurs avantages, notamment pour le troupeau laitier. Alors, nous sommes dans un système sylvopastoral. C'est une jeune haie qui a près de 10 ans. La haie est composée de mélèze laricin, du frêne rouge, de l'épinette ici de Norvège et le chêne à gros fruits. Ces arbres-là, à maturité, vont avoir entre 20 et 27 mètres de hauteur, donc il faut imaginer qu'il va y avoir une bonne bande d'ombre vu que la haie est orientée nord-sud. L'agroforesterie est omniprésente sur le territoire de la Pocatière et d'autres localités de la région. Les principaux systèmes agroforestiers qu'on y trouve sont les haies brise-vent et les bandes riveraines. Des systèmes sylvopastoraux et des systèmes agroforestiers intercalaires d'implantation plus récentes jalonnent également le territoire. Pourquoi on a implanté des brise-vents ici à la Pocatière? Il faut comprendre qu'ils vendent beaucoup. On est situé près du fleuve, entre les Laurentides d'un côté, de l'autre côté du fleuve et les Appalaches de ce côté-ci, ce qui crée un entonnoir. Et les vents sont généralement très forts ici.
Puis on a eu une très bonne réponse des producteurs agricoles ici pour l'installation de ça. Puis il y avait aussi l'ITA de la Pocatière, l'Institut de technologie agroalimentaire, qui a aidé par ses professeurs et ses étudiants à populariser ce système-là, puis à permettre l'implantation, comme vous voyez ici sur la ferme, là, de plusieurs centaines de kilomètres de haies. Mais les haies brise-vent, c'est vraiment le système là, ici sur lequel on a travaillé, qui nous a permis de se faire la main sur le choix des végétaux, sur les méthodes d'implantation, les méthodes d'entretien, bref, la question économique aussi qu'on a fait un suivi. On a fait des études sur les rendements au fil des ans, au niveau des petits fruits, au niveau de la luzerne, du maïs. Ici, dans le champ qui est à ma droite, on retrouve de la luzerne, une culture qui est très sensible au manque de neige. Durant l'hiver, c'est important d'avoir une bonne couverture neigeuse et les haies brise-vent peuvent finalement nous permettre d'avoir cette couverture neigeuse-là. On a eu des augmentations de rendement significatives, que ce soit ici à la Pocatière ou au lac Saint-Jean, avec l'implantation de brise-vent pour les cultures de foin. Pour tous les petits fruits aussi, ça a été des augmentations de rendement très importantes. Là où est-ce qu'on a moins d'augmentation de rendement, c'est avec le maïs. On a eu des études dans le sud du Québec. On n'a pas eu d'augmentation de rendement, mais on n'a pas eu de réduction de rendement. Par contre, au lac Saint-Jean, dans le maïs, on a eu d'augmentation de rendement parce que là, les rendements sont moins élevés, puis on a vraiment besoin du facteur de température pour augmenter. Puis les haies brise-vent vont faire un meilleur microclimat, une augmentation des températures au niveau du champ. Mais les augmentations de rendement derrière les haies brise-vent, ça peut arriver une année sur 5, mais l'année que ça arrive, c'est vraiment profitable. Que l'acceptabilité des producteurs, comme je disais tantôt, est très bonne. On a fait un sondage auprès de 32 producteurs laitiers qui avaient installé des haies dans la région ici, c'est-à-dire de Montmagny jusqu'à Rivière-du-Loup. Puis 80% des producteurs étaient satisfaits, tellement satisfaits que si c'était à refaire, ils en replanteraient. Donc, on est très content de ça. Mais pour qu'on soit content de ça, il faut réaliser que ça prend de l'entretien. L'entretien, c'est un facteur qui est clé. Ici, longtemps, on a assuré l'entretien des haies. On a une collaboration étroite avec les producteurs agricoles. Mais ce qu'il faut faire comprendre aux producteurs, c'est l'importance que ça a, puis que ça va prendre du temps aussi. Puis, ce qu'on espère éventuellement, c'est que les gens le fassent. Puis si on est capable de bien comprendre le producteur agricole lors de l'installation, on va choisir des espèces qui vont demander moins d'entretien si on voit que le producteur n'aura pas le temps de le faire. Je vous dirais qu'au fil des ans, si on a beaucoup amélioré les techniques d'implantation, l'utilisation du paillis plastique, par exemple, qui nous permet d'avoir des taux de survie au-dessus de 95% dans nos haies, des meilleures croissances en hauteur aussi. Écoutez, ça fait 32 ans qu'on fait ça, là, puis on s'est amélioré beaucoup en 32 ans, mais il y a encore du chemin à faire. Puis c'est pour ça qu'on laisse la chance aux générations suivantes d'améliorer les systèmes. Mon intérêt pour ce que vous appelez l'agroforesterie, l'implantation de brise-vent, c'est suite à ce qu'on a vécu, moi, dans le temps de mon père. Il y avait tellement de neige autour des bâtiments ici parce qu'il n'y avait pas d'arbres du tout. Mon père, en plein mois de mars, est obligé de faire venir un bulldozer pour pousser la neige dans le champ parce qu'avec son petit tracteur et le souffleur, il n'arrivait plus à ouvrir sa cour. Puis là, je m'étais dit, quand je serai propriétaire, je pense que la première chose que je vais faire, je vais planter une rangée d'arbres pour arrêter la neige. Et la première plantation d'arbres, 6 ans après, déjà, on n'avait plus besoin de barrière à neige. J'ai continué à en planter année après année, un peu partout sur ma ferme. Je connaissais un peu l'avantage pour les cultures. Puis depuis ce temps-là, j'en ai planté 15 km, mais aussi, pas seulement pour la protection des cultures, je trouvais ça beau. Il y en a beaucoup qui ont été plantés pour l'esthétique aussi. Pour l'entretien, les premières années, c'est là où les arbustes, au départ, ont besoin d'être dégagés, enlever les mauvaises herbes, faucher le foin long autour. Puis c'est là aussi, faut se préoccuper un peu plus de la taille pour un bon démarrage. C'est là où c'est plus facile d'étailler, ils sont moins longs. Mais après ça, là, c'est beaucoup plus simple, minimaliste l'entretien, là. C'est d'enlever les branches, des fois qui sont cassées, ou les branches qui nuisent, par exemple, à la récolte du foin ou des céréales. On s'en va les couper. Quand ils ont pris une certaine hauteur, c'est tout à fait raisonnable l'entretien. Si les haies brise-vent protègent les terres agricoles, les cultures, les animaux d'élevage et les bâtiments, des haies agroforestières peuvent aussi être aménagées autour des bâtiments d'élevage dans le but d'atténuer la diffusion des odeurs.
On parle alors de haies brise-odeurs. Par ailleurs, l'impact des haies agroforestières associées au pâturage se reflète au niveau du bien-être animal. En réduisant la vitesse du vent et en fournissant de l'ombre, les arbres permettent aussi de réduire la dépense énergétique des animaux pour la thermorégulation, ce qui peut se traduire par une meilleure productivité. Ces sites agroforestiers de la Montérégie, du centre du Québec et de la région de la Pocatière sont quelques-unes des initiatives mises de l'avant en agroforesterie au Québec. Le réseau de sites de démonstration en agroforesterie est un outil en ligne qui répertorie et décrit une vaste gamme de sites agroforestiers à travers la province. À consulter pour découvrir et s'inspirer de différents aménagements et pour connaître d'autres systèmes agroforestiers comme les cultures en boisé qui présentent aussi un grand intérêt pour les producteurs agricoles et les intervenants du secteur.